Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. De Lisa Dufaux. Et de Sasa. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos sujets de cette semaine ? Oui, moi je vais vous parler d'une récente étude sur les aigles montagnards dans le centre de Taïwan et sur les habitudes de cet aigle dans le parc national de Yushan. Ouh, très précis. Et toi, Sasa ? Alors moi, je vais vous parler, je vais vous parler d'un article de Commonwealth, le magazine Commonwealth, qui s'intitule « Pourquoi est-ce que l'agriculture taïwanaise dépend des travailleurs migrants sans papier ?» Je suppose que ce sera quelque chose d'assez développé en termes de contenu, hein. Il y a pas mal de choses à dire. Oui, tout à fait. Et de mon côté, moi, je vais vous parler d'Holger Chen, un influenceur ancien, mafieux, assez connu en France pour ça, en fait. Parce qu'il a... En France. À Oui. Taïwan? Non, en Non, France. c'est pas vrai. Sans doute plus à Taïwan qu'en France. Il est connu en France à cause du reportage d'Arte, Ah, du documentaire. Et donc, D'accord. il a une certaine notoriété à travers ce reportage. En tout cas, donc voilà. Et donc, il refait parler de lui avec des histoires avec la Chine. Voilà, je vais pas trop développer ça. Donc, mais ça change. Voilà. Eh bien, je vais commencer par vous parler de cet aigle montagnard, le Nisaetus nipalensis, qui est un rapace d'environ 70 à 72 cm de longueur, qu'on reconnaît à son dessus brun et à son ventre pâle, sauf pour la face inférieure des régimes et de la queue. Il a aussi des stries très visibles au niveau de la poitrine et du ventre, et c'est un rapace qu'on trouve dans plusieurs pays d'Asie, puisqu'il se reproduit dans le Pakistan, en Inde, au Sri Lanka et même en Chine, à Taïwan et au Japon. Et je ne sais pas s'il s'agit du même type d'aigle que je vois, mais depuis 2 semaines, comme je disais à Sasa aujourd'hui, j'arrête pas de voir des aigles dans le ciel à côté de chez moi. Et aussi, j'en ai vu plusieurs à Alishan. Mais voilà, ce sont peut-être pas les mêmes parce que les aigles montagnards sont censés être le plus visibles au printemps, en particulier en avril et en mai, car ce sont les 2 mois qui correspondent à sa période de reproduction. et je pense qu'on les voit plutôt en montagne, non? Oui. Enfin, c'est-à-dire à Alishan, peut-être que c'était, mais chez toi, près de Oui. Taipei, c'est peut-être pas forcément... Oui, c'est vrai. Mm. Et on les voit aussi beaucoup dans les forêts de faible et moyenne altitude. Et on les entend plus aussi pendant la période de reproduction. Mm. Et donc, Tassa, tu me disais que chez toi, on pouvait voir des serpentaires bacha, des c'est ça. Stylornis chila, qu'on trouve apparemment dans une grande partie d'Asie tropicale, donc en Inde, au Sri Lanka, dans le sud de la Chine, en Indonésie et à Taïwan aussi, et qui habitent donc les forêts tropicales, les bois, les jungles, les mangroves, les plantations, mais que l'on peut aussi trouver dans les banlieues des villes. Mhm. Et donc, ça me fait penser que c'est sans doute celui-là qu'on voit à Taipei. Oui, et en plus, c'est bien pratique puisqu'il attrape les serpents en particulier. Ah, c'est parfait. Je sais qu'il y en a des serpents chez toi. Et peut-être chez toi aussi. Donc, si tu vois des serpentaires, c'est qu'il y a des serpents. J'ai une voisine qui a déjà vu un cobra dressé dans ma rue. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors, donc revenons à nos aigles montagnards, puisque le parc national de Yushan vient de publier un livre basé sur une étude de plusieurs années menée sur cet aigle, qui est le plus grand rapace que l'on trouve à Taïwan et qui est une espèce menacée d'extinction, comme beaucoup d'autres à Taïwan malheureusement. Et les autorités du parc estiment qu'il y a une population d'environ 170 aigles montagnards dans le parc national de Yushan. Le parc a d'abord mené une étude qui se concentrait sur les zones de basse altitude, mais depuis 2019, une équipe de recherche menée par un professeur de l'Université nationale des sciences et des technologies de Pingdong mène une recherche de terrain dans le parc de Yushan pour documenter ses habitudes en matière d'habitat, d'alimentation et de reproduction. Et ils ont trouvé notamment que les nids étaient souvent installés en haute altitude, sur des pentes très raides, afin d'avoir une vue avantageuse en hauteur, peut-être pour chasser, et pour protéger aussi les poussins des éventuelles menaces. Ça me rappelle, je fais une petite parenthèse, quand j'avais discuté avec des autochtones qui ont parfois, je ne sais pas si tu vois, à Taïwan, parfois ils ont une plume d'aigle sur la tête et en fait, ou dans leur costume. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut aller la chercher soi-même, cette plume d'aigle. C'est pas une plume comme ça qu'on trouve par hasard dans la forêt. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les pentes très très raides, essayer d'attraper un aigle et de prendre une plume, c'est pas facile, quoi. Ouais. En effet. Et donc en 2021, les chercheurs ont aussi découvert le premier nid connu dans le parc.
Donc c'est assez récent en fait, hein. Moi je pensais que les chercheurs en avaient observé depuis des années et des années, mais en fait c'est assez récent. Et donc ils ont pu observer 3 poussins et leur croissance, ce qui a marqué, selon le parc national de Yushan, une étape importante dans l'étude des rapaces à Taïwan. L'équipe a aussi mis en place une vidéo en direct l'année dernière pour montrer la vie quotidienne d'un aigle montagnard. Et la vidéo a attiré 150 000 personnes de 19 pays différents en quelques jours seulement. Donc ça a vraiment suscité de la curiosité, de l'intérêt. Et le livre qui vient de sortir présente les résultats donc de ces recherches de cette équipe avec des photos, des illustrations et également des passages sur l'importance culturelle de cet aigle, sans doute peut-être, comme tu disais, sur les plumes, le lien avec les cultures autochtones. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Mais... Voilà, et aussi sur les défis liés à la protection. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer ce livre pour en apprendre plus sur cet aigle et sur le travail de recherche mené dans le parc de Yushan. Merci beaucoup pour ce sujet sympa sur la nature. Je vais vous parler d'un sujet plus difficile. Un article du magazine Tianxia Commonwealth. Pourquoi est-ce que l'agriculture taïwanaise dépend des travailleurs migrants sans papier ? Alors, comme vous le savez, globalement, Taïwan est confronté à une pénurie de main-d'œuvre croissante dans certains domaines, et notamment dans l'agriculture. Et donc, des dizaines de milliers de travailleurs migrants sont en fait devenus l'épine dorsale de la production agricole selon ce magazine. Et donc cet article révèle comment le système qui est défaillant pousse les agriculteurs taïwanais et les migrants sans papier d'Asie du Sud-Est à coopérer dans l'ombre. Alors, avant d'entrer dans les détails, je fais un petit rappel. Donc à Taïwan, fin 2024, il y avait environ 960 000 travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est, près d'1 million. Donc vietnamiens, thaï, indonésiens, malaisiens, philippins, dans l'industrie, dans l'agriculture et les soins à domicile principalement. Et le gouvernement estime que par ailleurs, il y a environ 90 000 travailleurs migrants sans papier. Donc ça représente presque 1 sur 10. Donc vous allez me dire quand même, Taïwan c'est une île, comment est-ce que les migrants font pour arriver illégalement à Taïwan ? Donc en fait on n'a jamais entendu parler de migrants qui se cachent dans la cale d'un bateau ou dans les soutes des avions, tout simplement parce que ça se passe pas comme ça. En fait ces 90 000 migrants environ, ils étaient d'abord des travailleurs migrants, entre guillemets, comme les autres à Taïwan, avec des papiers. Mais pour différentes raisons, ils ont fui leur employeur ou alors ils ont dépassé la durée légale de leur séjour à Taïwan. Et donc, ils sont portés disparus. Ils n'ont plus de papiers en règle et se retrouvent dans la clandestinité. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, notamment les abus parfois de la part des employeurs, et le problème que la charge de la preuve revient aux travailleurs migrants et c'est parfois difficile à prouver qu'on a été victime d'abus. Avec beaucoup de difficultés pour changer d'employeur. Pas des difficultés, c'est carrément que la loi taïwanaise n'autorise les travailleurs migrants à ne travailler que pour un seul employeur désigné. Maintenant, ça s'est assoupli. D'accord. S'il y a un problème avec l'employeur, notamment pour les soins à domicile, il y a possibilité de changer. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est pas facile quand même de changer d'employeur et c'est pas forcément possible effectivement dans tous les domaines. Donc certains travailleurs migrants ont été tentés de fuir et il y a aussi peut-être l'attrait de gagner plus d'argent, que ce soit par le trafic de drogue, parce que en fait récemment il y a par exemple des Vietnamiens qui ont été arrêtés à Taïwan pour des trafics de drogue, mais aussi sur les chantiers de construction ou dans l'agriculture, parce que ces emplois rapportent plus que le travail d'usine. Parce qu'en fait, les travailleurs migrants à Taïwan sont souvent endettés. Les travailleurs vietnamiens, par exemple, doivent souvent payer 6 000 $ américains à des agents avant leur départ pour Taïwan, c'est ce que indique l'article. Mais comme ils n'ont pas ces 6 000 $, en fait, ils font un prêt qu'il faut qu'ils remboursent. À leur arrivée, ils doivent aussi payer leur assurance maladie, le logement, les frais de service à l'agence de placement, ce qui fait qu'il leur reste
peu d'économies. Et dans cette situation, certains sont tentés de gagner un peu plus, même s'il faut entrer dans l'illégalité. Et l'article cite une enquête du Yuan de contrôle, selon laquelle les travailleurs sans papier, s'ils ne sont pas arrêtés par la police entre-temps, peuvent a priori rembourser leurs dettes en 6 mois, donc beaucoup plus vite que les migrants en règle. Et ensuite, leur salaire leur revient complètement. Mais voilà, c'est quand même assez risqué. Il faut dire qu'à Taïwan, le système est assez infernal pour les travailleurs migrants. Avant 2016, Taïwan exigeait qu'ils quittent le pays pendant au moins une journée après la fin d'un contrat de 3 ans, même s'ils souhaitent continuer à travailler, en fait. Ce qui les oblige, en fait, en quittant le pays une journée, en revenant, à payer de nouveaux frais de courtage aux agences intermédiaires. Donc maintenant, cette règle a été assouplie et le gouvernement a même mis en place en 2022 un système pour encourager les migrants à rester en devenant des migrants à compétences intermédiaires, mais les agences intermédiaires continuent d'exercer une forte pression. Et dans l'article, on apprend notamment que les migrants sans papier qui travaillent à la campagne sortent dans les champs pendant la nuit. Les journalistes sont allés à Yunlin, donc un comté qui est assez rural, et pour les rencontrer. Ils commencent à travailler à 3 heures du matin, avant que le soleil se lève. Ils sont souvent mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer en fonction des besoins. Ils sont plutôt dans le nord de Taïwan en en été, et en hiver dans le sud. Et pour éviter d'être repérés, évidemment, ils vivent souvent entassés dans des abris de fortune. Et il y a des photos aussi dans l'article. Donc l'article souligne que là, quand ils sont allés les voir à Yunlin, c'était pas un cas isolé. Au contraire, en fait, c'est grâce aux travailleurs migrants sans papier que le secteur agricole de Taïwan peut fonctionner. Les journalistes citent M. Huang, un agriculteur de 68 ans de Yunlin, qui témoigne, et il dit qu'auparavant, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, mais maintenant, c'est vraiment le contraire. Il est devenu très difficile de trouver du personnel. Et les journalistes ont aussi rencontré un chef de village à Yunlin qui a indiqué qu'il y avait au moins 200 travailleurs migrants dans ce village et que parfois il prévenait les agriculteurs avant les contrôles de police pour qu'ils puissent aller se cacher. Donc bien sûr, il y a des amendes, environ 150 000 $ taïwanais, 4 200 € environ, pour embauche de main-d'œuvre illégale. Mais malgré cela, de nombreux agriculteurs prennent ce risque. Parce que tout simplement, s'ils ne le prennent pas ce risque, ils n'ont personne à embaucher et leur récolte ne peut pas être vendue, en fait. Et ça, c'est un agriculteur de 80 ans qui le dit. Et lui-même a 3 enfants et aucun ne travaille dans l'agriculture. C'est aussi que le fait que les agriculteurs espèrent que leurs enfants ne feront pas comme eux. Et ce que les journalistes ont découvert aussi, c'est que certains travailleurs sans papier à la campagne tirent profit de leur maîtrise du chinois et du taïwanais, de leur expérience aussi en tant que travailleurs à la campagne, pour devenir carrément contremaîtres. Ils gèrent la main-d'œuvre, coordonnent des chantiers à la campagne et peuvent mobiliser une équipe sur un simple coup de fil. Et au fil du temps, c'est les agriculteurs taïwanais et ces patrons clandestins ont tissé des réseaux de confiance. Mais les risques sont énormes. Donc, dans cet article, il parle notamment d'un jeune ouvrier qui a dû endurer des mois de douleurs dentaires parce qu'il était trop effrayé pour consulter un dentiste, jusqu'à ce qu'il trouve un dentiste qui accepte de garder la confidentialité grâce à une relation. Et dans les cas où il y a des femmes qui tombent enceintes aussi, des sans-papiers qui tombent enceintes, c'est aussi le parcours du combattant. J'avais fait des décryptages là-dessus. Et autre problème, ils ne peuvent évidemment communiquer avec leur famille que par Internet, ce qui peut parfois plomber le moral. Parce qu'évidemment, s'ils veulent quitter Taïwan pour aller voir leur famille, ils sont arrêtés à la frontière. Ils peuvent plus rentrer. C'est pas qu'ils peuvent plus rentrer. En fait, déjà, ils risquent la détention. Évidemment, une amende, même si elle peut être réduite s'ils se rendent d'eux-mêmes. Et après, ils sont renvoyés dans leur pays, mais ils ne peuvent plus revenir à Taïwan. Pendant un certain nombre d'années. Et il y a eu des programmes d'amnistie aussi, pour inciter les travailleurs sans papier à se rendre, en leur disant si vous vous rendez là, on vous fera rien, vous rentrerez chez vous, et voilà.
c'était des opérations comme ça. D'accord, je ne savais pas. Bon, en tout cas, c'était pas indiqué dans l'article. Et donc, dans la dernière partie de cet article, en fait, le magazine s'interroge qui a fait du travail un crime parce qu'après l'arrestation de migrants sans papier dans le comté de Nantou, des agriculteurs taïwanais qui étaient en colère ont manifesté devant le commissariat. Ce n'est pas que nous ne voulons pas respecter la loi, c'est juste que nous n'avons personne d'autre à embaucher, en ajoutant aussi que les migrants ne faisaient que travailler sans commettre de délit. Et en fait, les agriculteurs comme les travailleurs migrants sont pris au piège d'un système dysfonctionnel, d'après le magazine. Malheureusement, le magazine ne va pas beaucoup plus loin. Il conclut tout simplement en disant alors que nous savourons la nourriture dans nos assiettes, il est peut-être temps de se demander qui a transformé le travail honnête en délit à Taïwan. Alors certes, la question est très complexe parce qu'il y a à la fois la responsabilité des agences de recrutement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui font peser une forte pression sur les migrants. Il y a aussi la responsabilité éventuelle des politiciens qui n'ont pas réformé ce système. Et il y a aussi le problème du fait que les Taïwanais ne veulent pas trop travailler dans l'agriculture, parce que c'est un travail difficile. Donc, et mal payé. Voilà. Donc, c'est pas facile de trouver des solutions à ce problème. Mais voilà, au moins, on aura essayé de faire le point là-dessus et on continuera à vous tenir au courant si on a des informations. Notamment, il y avait le projet de faire venir aussi des travailleurs migrants indiens pour faire face à la pénurie de travailleurs à Taïwan. Donc, on verra si ça pourra aider ou pas. Mais bon, si ça aboutit. Les problèmes structurels, ils sont quand même là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment non plus de recours au niveau légal pour ceux qui voudraient faire, pas naturaliser, mais légaliser la situation de leurs travailleurs migrants. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Ouais, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci pour ce sujet. On va écouter avec joie les aventures de Holger Chen. Holger Chen. Alors, c'est long. Alors, je vais essayer de résumer un peu son parcours pour ceux qui ne connaissent pas Holger Chen. Tout le monde ne connaît pas Holger Chen, même si on l'a vu apparaître justement dans un documentaire, comme je disais, d'Arte sur les triades, où il a été un élément important des témoignages, parce que c'est au final c'est celui qui parle le plus ouvertement des sujets mafieux à Taïwan. Donc Holger Chen, qu'on connaît à Taïwan souvent sous le nom de Quan Zhang, je ne sais pas si vous connaissez ce surnom, ça veut dire le boss de la gym. Pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce qu'il a des salles de sport. Voilà, il a des salles de musculation qu'il a intitulées les salles de musculation Gengis Khan. Mais il est aussi, il fait de l'argent aussi avec d'autres activités comme ses activités d'influenceur, YouTube, des blogs, etc. Et bien sûr aussi, alors c'est pas forcément rémunéré, mais il a aussi une activité politique active. Au-delà de son image de youtubeur un peu brutale et controversée, Holger Chen, il s'est imposé à partir de 2019 comme une voix politique un peu inattendue à l'époque. Cette année-là, il a organisé aux côtés de l'homme politique Wang Guochang, qu'on connaît peut-être un peu plus sur Radio Taïwan International pour avoir fait beaucoup de sujets sur lui. Du New Power Party à l'époque. Qui était justement dans le New Power Party. Et il avait organisé donc un grand rassemblement à Taipei dénonçant la mainmise grandissante de Pékin sur certains médias taïwanais, surfant sur le sentiment anti-chinois suite aux événements de Hong Kong. Le slogan Anti-Média Monopoly Safeguard Démocratie avait alors attiré des dizaines de milliers de manifestants et marqué une rupture, car pour la première fois, Chen sortait du rôle d'amuseur public pour entrer dans l'arène politique. Alors il s'est alors présenté comme un défenseur acharné de la souveraineté taïwanaise et de la démocratie libérale face aux tentatives d'influence chinoise. Ses vidéos, très suivies, ciblaient directement les partis ou entreprises jugées trop conciliantes envers Pékin, et il s'était taillé une réputation de dissident grassroots, c'est un truc un peu brut de coffre, parlant le langage populaire contre les élites jugées complaisantes.
Rappelons que le NPP est né quand même des mouvements étudiants du Sunflower Movement, du mouvement des tournesols de 2014, qui était donc farouchement opposé au rapprochement avec la Chine, et ce qui l'avait rapproché donc d'une génération jeune, urbaine, désireuse de protéger l'identité taïwanaise. Et pour lui, Chen, il y trouvait une cause commune, utilisant sa notoriété pour amplifier le discours anti-ingérence et dénoncer la propagande pro-Chine, notamment dans les médias audiovisuels. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un peu une protection qu'il avait en sortant des milieux mafieux, d'aller un peu à l'opposé dans un parti un peu moins proche des milieux mafieux que peut-être que le KMT à l'époque. C'était une bonne sortie publique, une certaine visibilité qui lui permettait un petit peu de se protéger un minimum. Je dis pas que c'était complètement le cas, mais c'était un petit peu, ça pouvait être aussi quand même une aide dans ce contexte. Et donc, cependant, ce positionnement l'a transformé en un symbole un peu paradoxal, un ancien gangster devenu presque par accident une figure de résistance citoyenne face à Pékin. Parce que les gangsters, on le sait, ont beaucoup de liens avec le PCC dans les triades chinoises. Il n'en reste pas moins un personnage assez controversé avec plusieurs déclarations qui ont fait beaucoup réagir, notamment parmi les controverses marquantes à Taïwan. Beaucoup ont lien avec son style cru et ses prises de position souvent misogynes, comme lorsqu'il a défendu un événement jugé objectifiant les femmes organisé par le TPP en 2023 pour redorer l'image du candidat à la présidentielle d'alors, Ko Wen-je. L'événement avait mis en scène des danseuses habillées dans des tenues rappelant le métier des hôtesses de l'air. Seulement, les tenues étaient beaucoup plus légères et avec des danses jugées très suggestives à l'époque par les internautes. Oui, ça me dit quelque chose. Alors qu'il commence donc son activité politique en se liant d'amitié avec Huang Guochang à l'époque du NPP, sa position politique anti-chinoise changera en suivant les ambitions de Huang Guochang qu'il suivra en 2023 dans la campagne de soutien au TPP et par extension donc à Ko Wen-je. Depuis, son discours sur sa chaîne a également changé. Sa prise de position sur la Chine avec un discours de plus en plus consensuel est devenue vraiment son fonds de commerce, on peut le dire comme ça, avec des discours reprenant ceux de Pékin. Nous sommes chinois, la Chine c'est moderne, les Chinois sont pacifistes, si Taïwan est sous le contrôle de la Chine, cela ne changera pas tant que cela. Tout ce genre de discours qu'on a l'habitude d'entendre un petit peu chez les hommes politiques plutôt proches de Pékin. En tout cas, il a bien retourné sa veste par rapport à tout ce que tu nous as dit d'avant. Il s'est bien trouvé avec Huang Guochang. Ouais, qui a bien retourné sa veste aussi, on va dire. Ouais, je pense que c'est vraiment un binôme un peu inséparable politiquement, en tout cas, avec une vraie connivence, on va dire ça, comme ça, dans leur rôle chacun de leur côté. Ouais. Et donc... chemin faisant, dans cette reconversion, on va dire ça, reconversion politique, il en est arrivé au point de commencer à vouloir montrer la vraie Chine qu'il entend présenter sous son vrai jour lors d'une série de diffusions en direct, et cette intention a commencé vers le début de cette année, donc en 2025. Cela surviendra donc lors de son premier voyage live à Shanghai, le 10 juin 2025, pour un séjour de 10 jours et 5 nuits entièrement autofinancé, selon ses propres dires, bien sûr, et dont il a diffusé l'intégralité donc en direct. Il est revenu à Taïwan donc le 15 juin 2025 et durant le voyage, ses commentaires n'étaient qu'élogieux envers la modernité chinoise, mais cela a surpris quand même beaucoup de ses abonnés, de la première heure en tout cas, qui pensaient encore qu'il allait présenter un avis honnête sur son ressenti. Ils se sont dit peut-être qu'on nous ment à Taïwan, ils avaient une certaine confiance en lui. Ils pensaient peut-être qu'il allait donner un vrai avis honnête de la Chine, et beaucoup ont été déçus quand même. Donc peu après, un compte prétendument officiel a été ouvert, en sa personne, a été ouvert sur Bilibili avec 5 vidéos postées, dont des extraits notamment de son voyage, mais tous les commentaires y étaient désactivés et l'adresse IP affichée dans le Jiangsu a renforcé les doutes au niveau des observateurs quant à l'authenticité du pilotage du compte et par extension l'authenticité des réactions de l'influenceur. Et c'est quoi cette Bilibili ? Bilibili, c'est le YouTube chinois. Ah, d'accord. C'est un des YouTube chinois, il y en a plusieurs. C'est l'un des plus importants parce que vous avez aussi de la vidéo à la carte dessus, etc. pour des films. D'accord, je connaissais pas. Donc voilà, donc c'est vraiment un très gros réseau social. C'est un mix vidéo long format et court format vraiment
à l'instar de YouTube. Mais bon, voilà. Donc dès son retour, il parlera de planifier un autre voyage à Shenzhen et son discours pro-Chine s'intensifia de jour en jour jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 2 mois plus ou moins depuis ça. Et donc ça a quand même pris encore plusieurs marches d'intensification de son discours pro-Chine depuis. Et donc le 3 juillet 2025, après son retour de Shanghai, Holger Chen a provoqué une nouvelle polémique à Taïwan par ses déclarations lors d'un live. De toute façon, 90% des déclarations qu'il fait en live sont réutilisées après et retransmises dans les médias traditionnels. Et, il a dit que Taïwan appartient aux Taïwanais, mais aussi aux 1,4 milliard de Chinois, ajoutant que les 23 millions d'habitants de Taïwan décident de la direction du pays, mais que la vie des Taïwanais dépend des 1,4 milliard de Chinois. C'est une position assez difficile, j'en vois vos réactions à comprendre. Mais il a aussi annoncé un prochain live donc depuis Shenzhen et présenté une nouvelle mission qu'il dit s'être confiée à lui-même, qui est de convaincre les Taïwanais de dire avec confiance « Je suis chinois ». Voilà. Ah ouais, il y a du chemin. Le chemin, vous voyez, depuis le début, c'est pour ça que je voulais faire un peu le retraçage de tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même assez incroyable le degré surtout de reconversion et de réorientation de son discours politique. Il pense qu'il va pouvoir renverser une tendance de 50 ans. Et donc bon courage à lui. Ouais, bon courage. Et donc, pour continuer, il y a plein d'autres histoires. Notamment, il a été quand même interviewé par la chaîne d'État chinoise CCTV, ce qui est très rare pour un ressortissant taïwanais. Hein. Je ne sais pas quel est le dernier Taïwanais à avoir participé à une interview ou à une émission de CCTV, mais ça remonte à assez longtemps. Mais bon, là, j'imagine avec tout ce qu'il a dit et son aura à Taïwan que le gouvernement chinois doit être très content. Bah voilà, c'est tout le paradoxe de la fin de mon histoire. Ah parce bon parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on va dire que, voilà, donc au mois de juillet, il est parti une fois à Macao. Il a confirmé donc qu'il allait le lendemain aller dans le Guangdong à Shenzhen pour faire des lives. Il a reconnu cependant qu'il y avait des difficultés logistiques dans ce live à Shenzhen où il voulait vraiment s'installer en fait en Chine, ou en tout cas installer un business là-bas, et a même lancé un appel aux compatriotes chinois affirmant vouloir simplement rapporter la vérité aux Taïwanais tout en admettant que sa personnalité controversée alimentait les polémiques. Pour faire rapide, il a continué donc à pousser vers ce discours. Il a essayé donc de retourner plusieurs fois à Shenzhen, dont le 13 août dernier, et plus ça allait, plus les discours polémiques ont fusé. Il y avait notamment un jeu de mots parce qu'il est allé dans un resto qui fait des nouilles à la racine d'angélique, qui se dit Dankui en mandarin. Et il a improvisé donc un jeu de mots en criant Taïwan Dankui, qui veut dire doit revenir à la Chine. Voilà, donc il a fait un jeu de mots, ça fait encore une nouvelle polémique. Mais pour résumer, donc la dernière tech qui date de cette semaine et du 19 août, c'est qu'il a essayé donc d'ouvrir un compte Douyin, qui est l'équivalent de TikTok en Chine, et un compte Bilibili, cette fois à son nom. Et il a été refusé par le gouvernement chinois et il ne peut même pas ouvrir une entreprise, donc il commence à se plaindre. Ah. Il veut ouvrir quel type d'entreprise ? Une entreprise de médias. Ah, il voudrait du coup se lancer en tant que youtubeur auprès du public chinois. Et faire pour lui permettre... il y a un marché énorme en Chine, forcément. Voilà. D'accord. Ah bah c'est pas si facile que ça finalement. Voilà, et donc même lui se retrouve confronté quand même à la dureté de la censure chinoise. Et il en fait les frais maintenant, et il est... très triste, pour ne pas dire autre chose, et déçu de ce manque d'ouverture du gouvernement chinois. Voilà donc pour cette anecdote sur je l'aurais cru. Je pense qu'on va te retrouver dans 2 mois avec la suite du feuilleton. C'est possible que l'on puisse en reparler dans le futur, oui. Eh bien, merci Valentin. Et on remercie donc à nos auditeurs de nous écouter. C'était Valentin Floquet, Lisa Dufaux et Sasa sur Radio Taïwan International. À bientôt.